Mesdames et messieurs, bienvenue sur la télé-école, la chaîne 100% éducative. Vous êtes sur le plateau de Science Tech, qui est l'émission qui aborde tous les sujets scientifiques et technologiques. Aujourd'hui, nous parlons de codage. C'est un mot que beaucoup d'informaticiens connaissent parce que nous sommes obligés de coder pour pouvoir développer certaines applications. Notre thématique d'aujourd'hui, c'est low code, no code et open source. Pour développer cette thématique-là, j'ai un invité de pointe. C'est un mot que je dis beaucoup parce que je reconnais la grandeur de mes invités. Je reçois aujourd'hui monsieur Mamadou Diène. Bonjour monsieur. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais très bien et vous? C'est vraiment un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. Plaisir partagé parce que c'est un honneur pour moi de vous recevoir sur la télé-école. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, moi, je suis honoré. Pour la présentation, monsieur Amadou Diène est un full stack développeur. C'est un coach en développement web, mais aussi il est chef d'une entreprise qui s'appelle Phoenix. Alors cette entreprise-là aide d'autres entreprises à, on va dire, mieux s'intégrer dans le domaine de la digitalisation. Vous proposez des sites web, c'est ça? C'est ça. Et ça. aussi des conseils pour être bien au niveau de la digitalisation. Donc voilà, aujourd'hui nous recevons monsieur Amadou Diène. Voilà, on peut commencer l'émission. On peut commencer l'émission. Oui, on peut commencer l'émission avec nos questions et tout, parce que vous savez, moi, j'ai beaucoup de questions. Donc, je rappelle qu'aujourd'hui, nous parlons de low code, no code, de open source. Je vais débuter avec la première question. Que signifie low code? Que signifie no code? Et que signifie logiciel open source? Voilà. Donc, merci pour cette question qui est très, très pertinente et que je trouve qui n'est pas assez vulgarisée aujourd'hui au Sénégal. Effectivement. Faut savoir que, voilà, c'est des concepts qui sont très, très importants et qu'il est important d'aborder aujourd'hui. Donc, pour commencer, vous expliquer c'est quoi le no-code, le low-code. Faut d'abord que je vous présente c'est quoi la programmation en tant que telle. Donc, on parle de programmation web. Oui. On est d'accord. Quel est le but de faire de la programmation aujourd'hui? C'est de faire des applications, de faire des sites internet et de faire tout un tas de choses, de créer des solutions. Oui. Mais ces solutions-là sont très, très complexes à la création. C'est vrai. Voilà. Il faut maîtriser plusieurs lignes. C'est ça. Faut passer par des langages comme React.js, HTML, CSS. C'est des technologies qui sont pas très, très accessibles au grand public. Donc, aujourd'hui, ça coûte très, très cher de faire des applications par collage. Oui. Parce que déjà, la demande est là, mais il n'y a pas assez de développeurs. C'est vrai. Et ça peut prendre 6 mois, 1 an à faire une solution toute simple. Donc, ça passe par des langages qui sont de type front-end et back-end. Donc, voilà. C'est assez compliqué. Faut faire des années d'études pour maîtriser ces logiciels-là. Effectivement. Et voilà. C'est des langages qu'on appelle vanilla, en quelque sorte. Donc, c'est assez difficile et c'est assez basique. Donc, faut savoir que, déjà dans le monde du développement, on cherche à faciliter les choses. Dès le début, on a ce qu'on appelle des templates et des frameworks. Je sais pas si ça te parle un peu. Oui, c'est un peu j'ai vu ça dans WordPress, je pense. Voilà. Donc, c'est pas des modèles déjà prédéfinis. C'est ça, c'est des modèles déjà prédéfinis en HTML, CSS, JS. Donc, plus besoin de coder de A à Z. Donc, faut savoir que dans cette talent-là, les gens sont venus faciliter les choses à un moment donné. Donc, c'est naturel en quelque sorte. On va faciliter son travail. Donc, on a déjà des frameworks, on a déjà des templates qui sont là pour nous faciliter le travail. Mais c'est dans cet talent-là que d'optimisation, on va dire en quelque sorte, que des technologies comme le no-code et le low-code sont ressorties à un moment donné. Donc, dès 1993, voilà, c'était il y a très très longtemps, il y a eu des langages comme WinDev. Donc, WinDev, c'est ceux qui connaissent un peu la programmation savent de quoi je parle. C'est un genre d'application pour faire des applications. C'est vrai, effectivement, je l'ai étudié cette année. C'est comme vous le dites, c'est une application qui te permet de créer d'autres applications, mais avec des templates déjà prédéfinis. Et vous pouvez juste faire des changements, mais
le code est vraiment peu. Ça veut Voilà. dire, même quand tu tapes des lignes, c'est à peine 2, 3 lignes. C'est ça. Déjà ça, c'était le début, voilà, c'était le début du low code un peu. Et vous pouvez voir qu'en WinDev, vous codez un peu, mais en français. C'est vrai. Voilà, c'est comme si on essayait de communiquer avec l'ordinateur. C'est trop bien. Voilà. Donc, là, face à ces défis-là, de faciliter les choses et que la programmation, que la création de solutions soit un peu plus facile pour tout le monde, que des technologies ont vu le jour. Je vois. Donc là, faut savoir que on est sur 3 étapes. On est sur le 1.0 du low code. Et lors du 1.0, on a des logiciels comme Excel et Access. Donc vous savez qu'il y a des gens qui gèrent leur base de données par Excel. Effectivement. Voilà. Je pense même que la majorité utilise. C'est ça, ils gèrent leur stock et ils gèrent tout un tas de choses par Excel. Parce que c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile à un moment donné. C'est vrai. Mais j'ai appris que sur Excel, il y a du code. Hein. Il y a du code, c'est ça. On peut coder avec les macros. Macro quelque chose. Mais en tout cas, on peut coder sur Excel. Mais c'est vraiment des petites lignes de code très simples. Ce qui fait en sorte que c'est ce qui est plus utilisé parce que c'est voilà, c'est exactement ça. Et tu savais aussi qu'on peut faire de l'automatisation avec Excel. Donc là, si aujourd'hui, moi, j'ai mon application avec Excel et que je gère mon stock. Vous savez qu'avec Excel, on peut automatiser la gestion de stock. Donc, dès que j'ai un produit qui se trouve en hors stock ou bien dont le stock est devenu faible, je peux recevoir une notification. Donc, l'automatisation, ça met en lien 2 logiciels. Donc, Excel et Gmail. Donc, dès que il se passe ceci, donc fais-moi cela. Ça, c'est l'automatisation. Et on commence déjà à parler de no-code à ce moment-là. Donc là, le low-code, no-code, c'est vraiment du logiciel qui permettent de simplifier la fabrication d'autres logiciels. Voilà, c'est là où on parle de la version 2.0. Et lors de la version 2.0, on a des logiciels que vous connaissez bien qui sont, par exemple, WordPress. WordPress est venu en 2003. Donc, faut savoir qu'aujourd'hui, 65% des sites, non, je me trompe, 40% plutôt, des sites sont faits en WordPress. Et on voit pas la différence du tout. Devant un site WordPress et devant un site codé, programmé en HTML, CSS. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de grande différence. Limite, tu as même l'impression que c'est beaucoup plus esthétique. Mais en vrai, c'est beaucoup plus esthétique, je te mens pas. C'est vrai, ça a l'air vraiment. Mais moi, j'ai fait du WordPress et franchement, c'est vraiment facile. Tu crées tout un site web, mais vraiment, tu n'as même pas besoin de coder. Voilà. Juste récupérer les templates et puis les modifier à ta manière. Voilà, c'est hyper bien. Et sur le no-code, faut savoir que c'est plus du code, c'est plus des balises, c'est plus des fonctions complexes. C'est juste une interface qu'on a et on fait juste ce qu'on appelle du drag and drop. Signifie que moi aujourd'hui, j'ai besoin d'une vidéo, je vais prendre dans la partie une vidéo et je vais le drop directement. Une image, pareil. Donc on n'a pas besoin d'avoir des connaissances accrues en développement web. Il y a aussi ce qu'on appelle les logiciels métiers. Donc WordPress, c'est pour faire des sites internet. Maintenant aussi des logiciels métiers. Donc, si moi, aujourd'hui, j'ai une agence et que je veux gérer mon stock et que je veux gérer mes ventes, faire du CRM, là, à présent, j'ai des logiciels qui me permettent de créer ce genre de choses sans pour autant avoir de connaissances techniques en développement web. Voilà, c'est l'exemple de Glide, Odoo, tout un tas de logiciels qui ont vu le jour. Donc, c'est lors de cette phase 2.0 là qu'on a vu des logiciels d'automatisation, comme je t'en ai parlé, qui permettent d'automatiser des tâches, des logiciels métiers, mais aussi, attention, des jeux vidéo. Je sais pas si vous connaissez Minecraft. Non, moi je joue pas beaucoup. Vous n'êtes pas très jeux vidéo. Donc, les enfants qui me regardent savent un peu de quoi je parle. Minecraft et Roblox. Donc, Minecraft, c'est l'un des jeux les plus vendus de l'histoire. Et c'est fait en no-code. On peut créer des serveurs et jouer directement sur no-code. D'accord, je vois. Et jouer directement sur Minecraft, je voulais dire directement. C'est très intéressant parce que ça attire mon attention sur le fait que aujourd'hui, on se dit qu'il faut forcément apprendre à coder pour avoir de l'argent. Mais imaginons la personne est au courant qu'il y a des plateformes qui peuvent lui permettre de créer des jeux vidéo sans forcément coder. Mais il y a beaucoup de personnes qui se feraient beaucoup d'argent. C'est exactement ça. Wow. Et quand est-ce qu'on a connu ce boom-là? Dis-toi que c'est lors de la crise du Covid-19. Donc, à ce moment-là, fallait revoir les processus métiers. Fallait revoir un peu comment s'organiser parce que il y a beaucoup de ralentissement, on va dire. Et tout le monde a pris conscience de l'enjeu du digital. Par exemple, il y a une personne qui a eu un restaurant.
Et vous savez très bien que durant la pénurie de la COVID-19 plutôt, c'était compliqué. On allait plus au resto, on portait des masques. Voilà. Donc, le propriétaire, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est orienté un peu sur le no-code. Il s'est dit que moi, aujourd'hui, si je sais pas de faire quelque chose, je vais perdre carrément mon business. Voilà. Donc, il s'est orienté un peu sur WordPress. Il a créé son site en moins de 3 semaines. Et là, il a commencé à faire des livraisons directement. Donc, déjà, il n'a pas perdu il n'a pas perdu sa masse clientèle, mais aussi, il commence à gagner d'autres clients. Et les entreprises qui ne sont pas adaptées à ce fait-là, ils sont tous tombés à un moment donné. Ok. C'est intéressant. Là, on a parlé de low code et de no code, mais on n'a pas encore touché le open source, qui est encore plus large et plus intéressant. Voilà. Est-ce qu'on peut développer cette partie-là de open source? Oui. C'est quoi? Oui, bien sûr. Donc, je peux encore parler un peu de low code parce que là, je vais vous parler de programmation et de no code. Mais le low code, c'est ce qui se trouve un peu entre les deux. Donc, c'est comme WinDev dont je vous parle. C'est à moitié, tu fais du code. À moitié, c'est du drag and drop. C'est juste ça. Donc, ça se trouve juste entre les deux. Et pour parler de plateforme open source, donc, vous savez, dans le milieu du développement, dans le milieu de la tech, les gens sont hyper généreux en quelque sorte. C'est vrai. Et c'est juste un logiciel dont le code source est disponible en ligne. C'est comme l'exemple de Linux. Je sais pas si vous connaissez Linux ou pas. Linux. Voilà, c'est le concurrent direct à Windows. Donc, Windows, normalement, vous savez que c'est payant. Mais ici, voilà. Ici, c'est assez compliqué. Office Windows. Et Linux, c'est l'alternative de Windows, mais gratuit. Oui, je vois. Avec plusieurs versions. On a Debian, on a Ubuntu, et on a même des logiciels qui aujourd'hui nous permettent de faire, voilà, de la cybersécurité. Donc, à partir de ces logiciels-là qui sont open source, il y a toute une communauté qui se crée. Je vois. Et qui crée des choses qui sont assez révolutionnaires. Comme le VirtualBox. C'est ça. Par exemple, sur VirtualBox, on peut intégrer Linux, on va dire. C'est une machine virtuelle. C'est ça. Le VirtualBox, c'est une machine que tu peux installer pour toutes les personnes qui ne savent pas peut-être de quoi on parle. C'est une machine virtuelle que tu installes sur ta machine. Et du coup, tu te retrouves avec deux machines. Voilà. La machine physique et la machine virtuelle. Et sur la machine virtuelle, tu peux installer effectivement le Linux que Ubuntu, tu veux ou Debian. Voilà. Et développer carrément d'autres choses à l'intérieur. Carrément. Et on peut faire énormément de choses avec Linux aujourd'hui, qui a une très grande communauté et qui aide à développer aujourd'hui cette plateforme-là. Et on a beaucoup de logiciels aujourd'hui qui sont open source et dont le développement est vraiment très, très accru avec une communauté hyper active. Je vais prendre l'exemple de WordPress et en quoi la communauté, elle est importante dans un logiciel open source. Donc, sur WordPress aujourd'hui, on peut voir qu'on a des thèmes qui sont directement développés par la communauté et qui sont gratuits, qu'on peut utiliser. Il y a aussi des plugins hyper intéressants qui sont développés par cette même communauté-là. Et quand on a besoin d'aide sur un outil, la communauté y répond toujours présente. Mais il y avait eu un problème par rapport à cela, c'est que il y avait des personnes, lorsqu'elles proposaient leur template, par exemple, sur WordPress, c'est à eux. Ça veut dire, c'est leur code. C'est eux qui ont fait. Du coup, quand moi, par exemple, je viens pour faire un site web et que je trouve c'est ouvert à tout le monde, donc je peux le prendre et l'utiliser et créer aussi mon site. Mais il y a des personnes, lorsque la personne qui a créé qui est à l'origine même du template fait des modifications, ces modifications-là apparaissent chez toutes les personnes qui ont utilisé le thème. Mais là, ça limite un peu aussi. Exactement. Donc, on touche un peu au problème de la sécurité à un moment donné. Parce que le no-code, c'est bien, mais dans certains cas, on sait pas trop ce qui se trouve à l'intérieur. C'est comme si on prenait une boîte. Voilà, on sait que ça marche comme ça et on vient le déposer à l'intérieur. On vient le déposer chez nous. Voilà, à tout moment, on peut avoir des bugs. Et sur certains templates aussi, il y a certains virus qui peuvent s'y insérer. Et on en revient aux mises à jour. Donc, le problème avec le no-code, c'est qu'à tout moment, il faut surveiller les mises à jour. Parce que nous, en Afrique, on a l'habitude de pas faire les mises à jour. C'est vrai, hein. Mais les mises à jour, c'est hyper important, vous savez. Ça vient corriger des failles de sécurité à un moment donné. Et si ces failles-là, elles sont pas corrigées, certains hackers, comme mon ami Moussa, que je salue, il faut venir pirater votre votre site et divulguer vos informations. D'accord. On va passer à la deuxième question. La première question a été très longue. On a touché plein de points. La deuxième question dit comment les solutions low code et no code transforment-elles le développement des logiciels traditionnels? Voilà. Parce que comme je l'ai dit, déjà la mise en marché se fait de manière très très rapide. Lors de la crise de Covid-19, j'en reviens, certains hôpitaux étaient obligés de créer des logiciels pour leur gestion, mais de manière très très rapide.
Oui. Si on devait faire ça par la programmation, ça allait prendre 1 an, Oui. 2 ans. Des gens risquaient de mourir à un moment donné. C'est vrai. Du coup, la mise en service se fait de manière très, très rapide. Non, on peut dire même que l'atout majeur, même, c'est la rapidité. C'est la rapidité, exactement, et la facilité surtout. Oui, parce que il vient enlever un certain barrage, on va dire. Donc, le codage, c'est dur. Tu codes des lignes, après on te met erreur. Erreur, tu dois retourner revoir toutes les lignes que tu avais pour trouver où se trouve l'erreur. Voilà. En temps là, tu as là où un no-code qui te permet de créer, mais vraiment de manière facile. Voilà, de manière très, très fluide. Mais il y a un petit imbroglio, on va dire. Donc, ça ne décomplexifie pas la chose à un moment donné. Parce qu'il faut avoir des bases de données, faut avoir la même logique que quand on développe. Mais juste que ça devient plus facile. Et aussi, certains logiciels sont assez difficiles de prendre en main. Donc, ils sont assez difficiles à apprendre. Des logiciels comme Glide, voilà, ça prend du temps un peu à l'apprendre. Mais ça sera jamais aussi difficile que la programmation. Ça, c'est sûr. Je vous l'avoue. Ça, c'est sûr. Moi-même, j'ai fait informatique. La programmation a commencé à m'étrangler. Ça a commencé à être compliqué. Alors, on passe à la troisième question. Quels sont les avantages et les inconvénients de l'utilisation des technologies comme open source dans le développement d'une application? Voilà, comme je l'ai dit, les technologies open source sont hyper importantes. Donc, elles nous permettent d'avoir des choses qui sont déjà gratuites, parce que, je rappelle, Windows est payant, mais on ne paye pas. Donc, tu as un logiciel, une solution qui est déjà presque nulle, gratuitement, tu vois, gratuitement, et il y a une grande communauté derrière. Donc, dès qu'on a un souci, la communauté peut nous aider directement à travers des forums, à travers, voilà, beaucoup de choses. Alors que de notre côté aussi, vu que c'est pas payant, il n'y a pas de service après-vente qui est dédié. Donc, dès qu'on a un problème, on peut pas appeler une personne et lui dire, voilà, allô, j'ai un problème, aide-moi s'il te plaît. Juste qu'il faut faire focus sur les forums et voir ceux qui ont un peu plus d'expérience qui pourront nous aider un peu par rapport à ça. D'accord. Comment la communauté open source contribue-t-elle à l'innovation du low code? L'innovation du low code et du no code. Voilà, c'est comme je le dis. Il y a, la communauté, elle est hyper importante parce qu'elle sert à développer un logiciel. Si WordPress aujourd'hui, 40% des sites, comme je disais, sont sur WordPress, c'est à cause de la communauté. Parce que c'est une communauté qui est très, très active, qui est très, très innovante, qui fait plein de choses, qui crée des plugins, qui crée des templates et qui dynamise un peu la progression de ce genre de technologie-là. Donc, la communauté, elle est hyper importante dans l'évolution des technologies no-code et low-code. Et pour vous donner un chiffre aussi, on dit que 65% des entreprises en 2025 auront une technologie no-code dans leur entreprise. D'accord. Et je sais pas, la question qui suit, je pense qu'on l'a répondu. Comment ces technologies-là, donc le low-code et no-code, peuvent favoriser l'inclusion numérique, l'accès à une technologie aux non-développeurs? Voilà. Enfin, je pense qu'on en a parlé, mais bon, si tu veux réagir. Voilà. Donc, j'en parle juste pour lancer un appel aux jeunes qui sont là aujourd'hui. Parce que moi, pour dire vrai, j'étais pas dans le no-code au début. D'accord. On a un prof qui s'appelle Monsieur Ndiaye, qui est prof en PHP, développement, qui vient nous faire un cours de WordPress. Je me dis, mais Monsieur Ndiaye, qu'est-ce qu'il nous fait? Mais on est des développeurs, on n'a pas besoin de tout ça. Mais la vie d'étudiant est assez difficile. À un moment donné, quand tu sais que tu peux réaliser des choses qui sont vraiment palpables, des sites internet, et que le besoin il est là, on va aller chercher des marchés. On va aller taper à gauche, à droite. S'il vous plaît, vous n'avez pas besoin d'un site internet. Et là, on se retrouve à faire de l'entrepreneuriat sans pour autant s'en rendre compte. On se retrouve avec une petite entreprise à un moment donné et des services à offrir, mais qui sont carrément, si vous avez les connaissances nécessaires, qui ne nécessitent pas vraiment un grand investissement. Et aujourd'hui, l'éducation est assez accessible. Moi, je me dis que notre génération, elle est assez chanceuse parce qu'il y a YouTube, il y a Google, il y a tout un tas de, voilà, l'information et c'est un peu vulgarisé. Et c'est assez facile d'apprendre ce genre de technologie-là et se lancer dans l'entrepreneuriat. Je vois. Enfin, on parlait de la facilité et de la rapidité. Est-ce que tu penses que les startups et les PME, enfin les petites et moyennes entreprises devraient miser beaucoup plus sur du low code et no code, open source, je pense? Oui, je le pense. Je pense que, par exemple, ici au Sénégal, on a beaucoup de PME. Des entreprises qui ne peuvent pas se permettre de payer toute une armée de développeurs. C'est vrai. Et la production, la productivité, je dis, elle est très, très importante pour une entreprise. Chaque entreprise vise à augmenter sa productivité. Et cela passe à travers certains logiciels du digital. Cela passe à travers un site internet déjà, parce que je me dis,
en 2025, comment une entreprise peut ne pas avoir de site internet, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Mais il y en a encore, hein. Voilà, c'est assez compliqué. 2025, là, c'est dans 2 mois, mais il y en a encore. Voilà. Il y en a encore. En dehors du site internet, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être automatisées aujourd'hui dans les entreprises. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font des choses qui se répètent. Chaque jour, ils font le même travail. Alors que ce genre de choses peuvent être automatisées et on peut gagner en temps et en heure. Des logiciels comme Notion pour nous permettre de créer un espace de travail, de créer un CRM, d'avoir plein de choses. C'est des logiciels qui sont carrément gratuits pour nous permettre de gagner beaucoup plus d'argent à un moment donné. C'est vrai qu'il y a beaucoup de structures comme à l'hôpital. Enfin, je suis allée à Fan, j'ai vu qu'ils utilisent toujours des carnets. Bah voilà, bienvenue au Sénégal. Comment dire, des gros cahiers où ils notent chaque nom de client, numéro de téléphone. Voilà. Je suis allée dans des pharmacies où c'est encore des registres là en papier. Mais je me suis dit, mais waouh, mais voilà. il y a le besoin est là. Voilà, mais je pense que les gens, ils prennent pas assez conscience de cela. Donc les gens, ils ont d'initiative, ils veulent bien, mais ils savent pas comment s'y prendre. Donc je pense qu'à travers ce genre d'émission-là, et en vulgarisant ce genre de choses, ils pourront prendre conscience de ce besoin-là et faire ce qu'il faut. Quels sont les défis en sécurité, en matière de sécurité, lorsqu'on utilise du no-code et du low-code? Voilà, comme je l'ai dit. Donc, quand on fait de la programmation, on maîtrise un peu notre code. Donc, on maîtrise tout un tas de choses dans notre code. Mais quand on fait du no-code, on ne maîtrise pas tout. Donc, le no-code, comme je l'ai dit, c'est un peu des bouts de code sous forme de composants. Donc, c'est des bouts de code que tu as qui ne savent pas de quoi ils parlent. Là où ils vont aller chercher l'information, on ne sait rien de ces bouts de code-là. Et à un moment donné, il y a des failles de sécurité. Si on ne fait pas les mises à jour, on peut avoir directement plusieurs failles. Parce que, comme je l'ai dit, WordPress, c'est quelque chose qui est assez connu. Donc, dès qu'il y a une faille connue, ça va se démocratiser. Et certains gens malveillants vont être au courant de ces failles-là. Et si on ne fait pas très vite la mise à jour, on peut être piraté très facilement. Ok. Quel est l'impact? Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais quel est l'impact de l'intelligence artificielle sur les solutions low-code et no-code? Donc voilà, ça me donne l'occasion de parler un peu de l'IA. Exprimez-vous. Moi, je pense que c'est vraiment une révolution, que c'est vraiment le dernier pas, la dernière chose importante que l'homme pourra créer en ce moment. Je suis carrément certain. Moi, je pense pas. Moi, j'ai l'impression que ils sont en train de prévoir encore quelque chose qui viendra encore bien. Non, moi, je me dis qu'à un moment donné, c'est l'IA qui va réfléchir à notre, qui va réfléchir à notre place. Je trouve que c'est très important et qu'il y a son impact et qu'on sent l'impact de l'IA partout aujourd'hui dans nos sociétés. Que ça soit à l'école, en entreprise, partout il y a l'impact de l'IA. Donc, dans les solutions no-code et low-code, il y a aussi l'IA qui impacte beaucoup. Donc, par exemple, aujourd'hui, il y a des IA, comme par exemple, j'en reviens à mon exemple WordPress, il y a l'IA de Elementor. Tu lui dis juste que moi, j'ai besoin d'un restaurant, d'un site de restaurant. Il va tout créer, il va te mettre les images, il va générer tes images, il va te générer ton texte. Tout ce que tu auras à faire, c'est de petites modifications. C'est vrai. Voilà. Ça, je l'avais oublié. Et tu peux même lui dire de t'optimiser le texte pour que ça soit bien référencé. Donc, tu auras un bon référencement et ton site sera visible partout sur Google. Wow. Donc, l'IA, c'est hyper important. Et il y a aussi ce qu'on appelle la génération automatique, comme j'en ai déjà parlé, pour nous orienter par rapport aux besoins du client, par rapport à tout un tas de choses. On va directement. Très intéressant. Vraiment, même quand vous parlez de ce thème-là, on sent que vous êtes vraiment dedans, vous êtes en plein même dans ça. C'est pourquoi je vais me tourner vers vous. On va s'intéresser à vous. Comment vous avez fait pour atterrir dans cet univers-là, du no-code, même de la programmation en elle-même? D'accord, je vois. Donc, moi, faut savoir que j'ai toujours été très passionné par tout ce qui est informatique. Par tout ce qui est jeux vidéo, déjà, à un moment donné, et tout ce qui est très informatique. Donc, déjà, je vais à l'école comme tout le monde, je suis en terminale, je sais pas trop quoi faire de ma vie. Je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Et je me dis que vu que je suis très fort en informatique, j'essaie de m'orienter sur ça. D'accord. Et arrivé à l'école, carrément arrivé à l'université, c'est là où j'ai découvert des technologies de no-code. Parce que j'ai toujours été passionné par la création de solutions. Et que ça soit plus facile. Ça aide un peu quand c'est plus facile la création de solutions. Donc, comme je l'ai dit,
moi, j'étais pas trop dans cet univers-là. Donc, j'étais plus dans la programmation. Mais c'est quand vraiment notre prof dont je t'ai parlé, monsieur Dia, il nous a présenté cette solution-là de WordPress. C'est là où j'ai vraiment, voilà, exposé. J'ai découvert tout un monde qui se trouvait derrière. Avec des technologies de création de sites Internet, d'automatisation et tout un tas de choses qui se trouvent derrière. C'est intéressant. Et vu que j'aime l'argent, voilà. Je me suis dit que ça me ferait un peu des économies et que je pourrais entreprendre là-dedans. D'accord. Et est-ce qu'on se fait vite de l'argent en utilisant ces processus-là? Voilà. Moi, je me dis que en tant que jeune, on doit aller dans tout ce qui est entrepreneuriat à un moment donné. Donc, voilà. Là, en tant que jeune, tu en as les connaissances nécessaires et que le besoin est là sur le marché, que plein d'entreprises au Sénégal ont besoin de ces technologies-là. Il n'y a pas de quoi être, voilà. Il n'y a pas de quoi ne pas y aller à un moment donné. Faut pas hésiter. Exemple, faut pas hésiter, faut pas avoir peur. Juste, faut démarcher les entreprises parce que c'est eux qui en ont besoin à un moment donné. D'accord. Je vois. Il y a un de mes amis, lorsqu'on parlait, il fallait faire un site web parce que j'utilise souvent WordPress et je lui ai dit non, moi je connais un truc qui nous permet de vite faire un site web chap comme on dit. Chap très rapide. Et il me dit oui, c'est quoi? J'ai dit bon, c'est lui il fait du génie logiciel, moi j'ai fait IAGE. IAGE, on nous montre comment utiliser WordPress et j'ai dit bon, on va faire sur WordPress. Et il me dit ouais, c'est la facilité ça. C'est ça. Ça c'est pour les flemmards. Nous on code. Mais aujourd'hui, il faut revenir sur le plateau, on parle de tout ça. Mais comment répondre? Comment montrer à ces personnes-là qui parce que moi, je pense que c'est bomber les épaules. Moi, je code. Donc, je peux pas utiliser du no-code. Moi, je peux pas utiliser. Comment il faut leur dire, en fait, que c'est pas une question de facilité ou quoi, mais c'est vraiment un truc qui est en train de monter. Il faut vraiment l'utiliser. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, 70% des entreprises d'ici 2025 auront un logiciel no-code dans leur entreprise. Donc, à un moment donné, on a besoin d'insertion. Et le no-code, il est pas là pour supprimer les développeurs. On aura toujours besoin de codeurs et de no-codeurs maintenant. Donc, déjà, il faut avoir des codeurs pour coder des logiciels no-code. C'est ça. À un moment donné. Et comme j'en ai parlé, en tant que développeur, on est appelé à résoudre des problèmes qui sont un peu plus complexes. Donc, je donne un petit exemple. Si aujourd'hui, moi, je dois faire un site e-commerce, un site de vente, c'est beaucoup plus facile pour moi de me tourner vers Shopify ou WordPress. J'aurai tout un tas de produits et ça sera un peu plus facile pour moi. Déjà, pour le client, ça sera plus simple parce qu'il aura son produit en un temps record. Mais Julie, bonne chance pour coder un site e-commerce. JavaScript, React.js, ça va être hyper compliqué. Et voilà, en tant que développeur, on a d'autres défis beaucoup plus importants qui nous attendent. Donc, à un moment donné, les développeurs, ils peuvent intervenir à la fin du processus. Quand il faudra faire des modifications, ou bien il faudra un peu faire des spécifications nécessaires, les développeurs peuvent intervenir dans le processus. Mais à un moment donné, le no-code, c'est là pour nous soulager. À un moment donné, voilà. C'est venu pour nous soulager. Je vais commencer à l'utiliser même. Parce que lorsque par exemple, moi, dans mon cas, j'arrive pas vraiment à beaucoup coder. C'est pas mon fort. Donc, déjà, savoir qu'il y a une alternative qui peut me permettre d'aller plus rapidement et d'être plus efficace, mais tout en produisant la même chose qu'un codeur aurait produit. C'est ça. Ça rassure. Voilà. Et on parle de métier de no-codeur maintenant. Donc, il y a des gens dont leur métier, c'est vraiment le no-code. Et ça rapproche un peu ceux qui sont pas très forts en développement, les techniques, on va dire, et les non techniques. Donc, le no-code permet à 99,5% des gens qui s'y connaissent pas en développement d'avoir des solutions nécessaires. Donc, les gens qui me regardent là, voilà, je sais qu'ils ont des idées en tête, mais ils savent pas comment les concrétiser. Moi, je sais que tout le monde a une idée en tête, une idée révolutionnaire, mais il s'y connaît pas trop en code, il sait pas trop comment faire. Donc, il peut dès à présent commencer à voir dans quel logiciel nos codes s'orienter, que ça soit pour du mobile ou bien pour des logiciels de gestion, savoir sur quel logiciel s'orienter et commencer à fabriquer son produit lui-même, alors qu'il n'a aucune connaissance directement. Mais et comment, c'est aussi une question qui me vient en tête, comment lutter contre la paresse lorsqu'on commence à utiliser du no-code? Parce que oui, il y a ça aussi, c'est la personne était un codeur de base, comme vous par exemple. Vous êtes un codeur de base. Maintenant, vous avez découvert le no-code. Mais comment trouver le juste milieu pour toujours rester, avoir des notions du code et utiliser le no-code en même temps? Voilà. Parce que, comme je l'ai déjà dit, faut savoir que ça ne décomplexifie pas la chose. Donc, à un moment donné,
on parle de base de données, on parle de workflow, on parle de plein de notions qui sont déjà présentes en développement. D'accord. Et ceux qui sont développeurs, ils sont plus enclins à mieux utiliser les logiciels no-code. Okay. Parce que celui qui s'y connaît en développement, tantôt pour moi, qui s'y connaît en développement, il peut mieux utiliser des logiciels no-code que quelqu'un qui s'y connaît pas du tout. D'accord. Peut tirer le meilleur, on va dire, de ces logiciels-là. D'accord, je vois. C'est très intéressant. Je suis très contente de parler de ça parce que j'ai l'impression de me voir dans ce thème-là. Je n'aime pas le codage, vraiment. Mais comme vous venez de le dire, tu peux pas faire l'un sans l'autre parce qu'il y a toujours des limites. Voilà, on est très très limité. Tu as l'impression que c'est facile, mais après, à l'entreprise, moi j'ai fait du WinDev, tu peux tout faire, les interfaces et tout ça, mais pour qu'il y ait, par exemple, un message qui soit produit, il faut que tu ailles taper du code. Voilà. Mais si tu ne connais pas ce code-là, tu peux pas avancer. Donc, ça donne l'impression d'être simple. Oui, c'est simple. Mais il faudra quand même avoir quelques notions de codage à l'intérieur. C'est ça. Mais il faut savoir qu'il y a aussi certains inconvénients. Comme par exemple, aujourd'hui, si je fais mon logiciel en code, voilà, si je le code, j'aurai plus de flexibilité et pour évoluer aujourd'hui, je peux mieux évoluer avec cela. Mais le no-code, c'est plus la question, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Donc, le développement, c'est comment est-ce que je vais le faire? Tu peux avoir quelque chose de flexible. Mais le no-code, c'est comme quand tu as des logos que tu te dis, qu'est-ce que je peux faire avec ces pièces-là? Donc, à un moment donné, tu es très, très limité. Je vois la différence. Exactement, l'analogie est un peu entre les deux. Ça veut dire le codage, c'est toi qui crées. C'est ça. Ça, tout va de tes idées. De A à Z. Le non-code, on t'a donné plusieurs pièces de puzzle. Exactement. Qui ne t'appartiennent pas. Voilà. Et tu dois maintenant les utiliser pour créer quelque chose. C'est exactement qui se rapproche de l'idée que tu as. Et à un moment donné, en tant qu'entreprise, on doit s'adapter au logiciel. C'est pas le logiciel qui s'adapte à nous, mais c'est nous, on doit adapter nos processus à ce genre de logiciel-là. Et c'est dans ce genre de cas qu'on peut dire que le code, il est un peu mieux que le no-code. C'est vrai. Voilà. Il y a aussi ce qu'on appelle la dette technique. Je sais pas si tu connais un peu le terme. Non. Donc, la dette technique, c'est quand on dépend un peu d'une chose. Donc, si aujourd'hui, moi, je fais mon site sur Bubble et que Bubble, il ferme, qu'est-ce que je vais devenir? Je vois. Voilà, qu'est-ce que je vais devenir à un moment donné? C'est assez compliqué. Il faut avoir la main mise sur ces choses-là et on dépend un peu de ça à un moment donné. Et c'est jamais bien de dépendre d'autrui. Je vois. Alors qu'en codant, on dépend entièrement de soi. Waouh! Donc, le no-code, c'est intéressant, c'est bien, mais enfin, toute bonne chose a toujours des inconvénients. Et malheureusement, voilà, ces inconvénients-là. C'est toujours mieux de coder. Mais aussi, on peut utiliser le no-code si on veut. Voilà. D'accord, je vois. Donc, je me dis que ça dépend un peu des besoins. Donc, si tes logiciels no-code répondent aux besoins du client, c'est mieux de l'utiliser. Mais si après, c'est pour faire certaines modifications qui devraient, à la longue, beaucoup plus coûteuses que d'avoir un logiciel déjà bien fait, je pense que c'est, voilà, juste pour étudier, regarder son cas et voir si notre entreprise est adaptée à ce genre de solution-là. D'accord, je vois. L'informatique, la technologie avance vraiment de manière fulgurante. C'est ça, avance vraiment. Moi, je me perce quand je me permets dans certains mots. Quand je vois low code, no code, open source, je me dis, mais ça veut dire quoi encore ces termes-là? Je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui sont perdues souvent chez elles. Ils écoutent des termes, ils ne savent pas réellement ce que ça veut dire, mais bon. On a la grâce d'avoir un bon invité aujourd'hui qui nous éclaircit. On va en tirer à la fin. Comment des réglementations affectent-elles l'adoption des technologies low code et no code dans l'entreprise? Je pense que pour chaque pays, la réglementation est hyper importante. De manière financière déjà, parce que faut avoir même sur ses finances. Voilà, faut produire des documents. Et aussi pour la sécurité des données. Donc nos données ne doivent pas se retrouver n'importe où. Faut vraiment encadrer ce genre de logiciel-là, voir qu'elles ne divulguent pas toutes nos données, et c'est là où on vient à la version 3.0. Donc, tu n'as pas parlé de 1.0, 2.0, et la version 3.0. Elle est déjà là? Exactement. C'est là où on a les grandes entreprises comme Microsoft, comme Google, qui sont là, qui créent un peu l'écosystème, qui créent un peu, voilà, tout ce qui se trouve autour pour permettre d'encadrer un peu ce mouvement. Ok, je vois.
Donc, ça veut dire que plus on utilise du no-code, moins on a de sécurité au niveau de nos données. Comme j'ai dit, c'est assez flexible, on va dire. Okay. Donc, il y a plein de logiciels no-code. Il y en a énormément. Donc, faut voir un peu le règlement de ces logiciels-là et certaines fausses manipulations, si on n'est pas très bien formé, peut nous amener à divulguer certaines informations qui sont pas censées être divulguées. Donc, faut faire hyper attention par rapport à ça, par rapport aux données, et on peut se retrouver très vite, voilà, avec des choses assez compliquées, on va dire. mais comment faire? Est-ce qu'il n'y a pas une solution à... Juste la formation. Donc, si moi, aujourd'hui, je décide de m'intéresser à ce mouvement-là, il faut que je sois formé à un moment donné. Les formations, il y a certaines écoles de no-code qui sont là. Il y a, par exemple, Teranga Sénégal, qui est une école au Sénégal, qui n'apprend que le no-code, qui donne des cours que sur le no-code. Mais, il y a aussi la formation sur Google, sur YouTube, sur plein de plateformes. Ok. Donc, mesdames et messieurs qui nous regardez, c'est vrai que le no-code est facile à faire, à utiliser, mais s'il vous plaît, formez-vous. Oui, formez-vous. Parce que lorsqu'il y a des fuites d'informations, c'est très grave. Parce qu'il y a des entreprises qui sont là et qui travaillent avec nos données, et on ne le sait pas, et qui se font de l'argent avec nos données, et ils passent par toutes ces technologies aussi qui augmentent au fur et à mesure. Oui, il y a beaucoup de personnes qui les utilisent, mais malheureusement, nos informations fuitent beaucoup. Et aujourd'hui, la donnée, c'est la plus grosse richesse aujourd'hui. Donc, faisons attention. Si on veut utiliser du no-code, là, aujourd'hui, encore des logiciels open source, formons-nous pour éviter au maximum les dangers de fuite de données. C'est vraiment important pour toutes les personnes qui nous regardent. Au début, on a parlé d'une entreprise du nom de Phoenix. Comme vous voyez, mon invité est très jeune et c'est vraiment à féliciter. En tant que jeune, comment vous avez eu l'idée de créer Phoenix? Et est-ce que ça a été difficile? Et comment vous avez fait pour la faire évoluer jusqu'à aujourd'hui? Voilà. Donc, comme je l'ai dit, heureusement, j'ai été entouré par des personnes qui sont vraiment incroyables. Donc, c'est des mentors. C'est, par exemple, Monsieur Ndiaye, c'est Ndjogu, c'est plein de mentors qui sont là et qui m'ont poussé vers l'entrepreneuriat. Donc, très, très jeune, dès la première, la deuxième année, j'ai commencé un peu à m'intéresser à ça. Et je regardais des documentaires aussi. Et j'aimais bien cette vie-là. Je voyais certains jeunes qui sont là pour développer leur pays. À un moment donné, tout le monde peut pas partir. Je sais que tout le monde va aller en France, au Canada, mais voilà, faut croire en nous et faire les choses ici. Je pense que on peut réussir ici au Sénégal, en Afrique. C'est juste ça. On peut réussir ici au Sénégal, en Afrique, juste en y mettant de nous. Faut juste être voilà, très très motivé et faire les choses bien. Ça a été dur? Je vais dire que voilà. Donc ça a été dur à un moment donné, mais voilà, rien n'est jamais facile, on va dire. Juste, faut s'accrocher, croire en soi et ne pas avoir peur d'aller vers les gens surtout. Parce que la plupart des jeunes, ils ont peur d'aller vers les gens. Ils voient une entreprise qui a besoin de ça, qui a besoin de cette solution-là, mais ils se disent que est-ce que je vais pas y aller, on va me repousser, est-ce qu'on va pas m'insulter? Non, au contraire, on va t'accueillir et les gens vont parler avec toi. Et si ça se passe bien, voilà. Vous avez vraiment pu piocher le besoin. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui ont besoin de sites web, qui ont besoin d'accompagnement au niveau de la digitalisation parce qu'ils ne s'y connaissent pas beaucoup. Et savoir qu'il y a une entreprise qui s'appelle Phoenix qui fait cela, c'est déjà une très très belle initiative. Vraiment, je suis trop contente. En plus, c'est un jeune qui l'a fondé. Aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus oser, comme vous le disiez tout de suite. Ils ont peur. Ils se disent non, on va me rejeter, non, on va oser. Prenez toujours le temps d'oser. Quand tu te lèves et que tu fais un pas, Dieu, pour les croyants, t'aide à aller au fur et à mesure. Et vraiment, je vous encourage à aller encore plus loin. Merci. Et je sais que vous êtes aussi coach. Voilà. Est-ce que c'est facile de coacher des jeunes qui ont peur? Moi, je trouve que être coach en développement, c'est le meilleur métier du monde. Parce qu'on rencontre des jeunes qui sont très, très motivés. Parce que des jeunes qui sont, voilà, et qui ont du talent à revendre à un moment donné. Et aider ces jeunes-là, c'est un peu rendre à César ce qui appartient à César. En tant que jeune aussi. Voilà, en tant que jeune aussi. Voilà, c'est hyper satisfaisant de voir des jeunes qui sont très, très motivés et qui veulent aujourd'hui faire quelque chose.
D'accord. qui ont cette envie de réussir. D'accord. J'espère qu'un jour je pourrai assister à vous pour. Vous êtes vraiment le bienvenu. Merci. C'est vraiment, c'est beau de voir des jeunes qui veulent comprendre, qui veulent connaître, qui sont à la poursuite de la connaissance. C'est la plus belle chose, sachant qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de distractions avec les réseaux et tout. C'est ça. Donc, savoir qu'il y a encore des jeunes qui sont derrière, qui courent derrière la connaissance, c'est très plaisant. Voilà. On va au terme de l'émission, ça me fait mal. C'est dommage. Mais on va au terme, enfin, toute bonne chose a forcément une fin. Est-ce que vous avez un mot de fin pour toutes ces personnes-là, tous ces jeunes-là qui peut-être pour certains qui se disent que le no-code c'est pas bien ou le code c'est pas bien, mais aussi pour ceux qui veulent et qui ne savent pas. Enfin, on va dire pour globaliser toutes les personnes qui s'intéressent à la programmation. Donc, coder simple et aussi utiliser du no-code. Qu'est-ce que le mot de fin que vous avez? Voilà. Donc, je vais dire que voilà, ceux qui me regardent, comme j'ai déjà dit, je sais que vous avez des idées en tête, que tu as une idée en tête, mais que tu sais pas comment le réaliser à un moment donné. Donc, n'aie pas peur. Lance-toi, vas-y, fais des recherches. Les connaissances sont vraiment ici. Il y a YouTube, il y a Google, il y a tout un tas de choses et il y a aucun barrage. Il y a aucun barrage plutôt pour moi. Il y a rien qui t'empêche de le faire. Vas-y, lance-toi. Forme-toi surtout. C'est ça, forme-toi. C'est important de se former pour éviter au maximum de tomber devant. C'est ça. Formons-nous, apprenons. Et puis, la connaissance ne nuit pas. Tant qu'on a toujours des connaissances qui arrivent, il n'y a rien de plus beau que ça. Mesdames et messieurs, c'était un plaisir d'être avec vous sur la télé-école. Nous sommes sur le plateau de Science Tech. Je rappelle que notre thème d'aujourd'hui, c'était Low Code, No Code et Open Source. Et je recevais Monsieur Amadou Diène. Vraiment, merci d'avoir fait cette belle émission avec c'est vraiment un plaisir pour moi. Et j'espère vraiment que vous allez aimer l'émission. Je rappelle que Monsieur Amadou Diène est un full stack développeur, un coach, mais il est aussi il a une entreprise qui s'appelle Phoenix, qui aide d'autres entreprises à pouvoir s'intégrer au niveau de la digitalisation. C'est un plaisir d'être avec vous. Restez avec nous sur la télé-école et on se revoit pour la prochaine fois pour une autre émission, un autre invité, une nouvelle thématique. Restez avec nous sur la télé-école. Au revoir.